Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est avec l'interview de Karima qu'on continue notre voyage dans toutes les interviews qu'on a réalisées pour En Terrasse cette année. Donc avec Karima, on va parler de la demande. Qu'est-ce que la personne qui vient nous voir attend de nous et quel rôle on va jouer dans cette demande et quel rôle le patient, la patiente, client-cliente va jouer également. Et c'était une interview assez riche que vous avez pas mal appréciée, donc on est ravis de vous la remettre en ligne. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute et vous avez encore une fois dans la description toute la fiche de résumé de l'interview. Karima, bienvenue sur En Terrasse. Merci. Et merci à toi de bien vouloir participer à toute cette semaine de vidéos et au bundle de la semaine prochaine. Alors, Karima, avant de commencer, j'avais une question. Dans ta bio, tu as mis que tu t'étais questionnée. Tu t'es demandé à 15 ans pourquoi les gens étaient méchants. Mm. Est-ce que tu as une réponse maintenant que tu es psychologue depuis 25 ans, praticienne en hypnose, formatrice, systémicienne? Je dirais que la réponse, elle est restée un peu la même qu'à l'époque, en fait. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est parce qu'ils souffrent. Alors après, par contre, ce à quoi je n'ai pas encore trouvé de réponse définitive, c'est comment traiter toute la souffrance humaine. Je crois que c'est un petit peu l'objectif que je m'étais mise. Et ça, j'ai dû accepter que c'est pas possible, qu'on peut pas tout soigner, tout traiter. On peut juste aider les gens qui nous le demandent. C'est ceux qui nous le demandent vraiment. Et ça, c'est vraiment au cœur de mon travail, la question de la demande. On viendra sûrement là-dessus tout à l'heure. Je peux m'occuper que des personnes qui me le demandent. Et encore, avec les personnes qui me le demandent, j'essaye effectivement d'arranger des éléments de souffrance et puis surtout d'aller toucher à la souffrance profonde, qui est bien au-delà de ce qui amène les gens en général, qui est un symptôme, juste un symptôme visible. Donc on va en reparler juste après, je pense. Est-ce que tu veux te faire une rapide présentation de qui tu es, de ce que tu fais? Alors, Beaucoup de choses. rapide, on va essayer. Donc, je suis qui? Eh bien, je suis avant tout une femme de 53 ans, maman d'un grand jeune homme, et puis aussi passionnée par l'humain, avant tout. Passionnée par le vivant de manière générale, parce qu'à côté de mon métier de psychologue, je suis également guide nature, et donc tout ce qui touche au vivant de manière générale m'intéresse. Et puis dans ce vivant, il y a l'humain, l'humain que je vois comme un trait d'union un peu particulier dans le grand registre du vivant et qui n'a jamais arrêté de me passionner depuis mes 15 ans, peut-être même avant, mais enfin à 15 ans, ça a été vraiment conscientisé à ce besoin de m'occuper des êtres humains et puis d'être toujours en quête et en recherche par rapport à ça. Donc, dans le cadre de cette quête, je me suis beaucoup formée et puis surtout, j'ai beaucoup accompagné aussi. Donc, j'ai quand même une certaine expérience, on va dire. J'ai rencontré plein de gens différents et malgré cette expérience, malgré toutes les formations, je ne pense pas encore avoir trouvé une réponse définitive à la souffrance. Mais c'est un chemin et c'est un chemin que j'aime beaucoup. Chouette. Donc comme je disais, tu as ta propre école de formation, toi, Hypnosanté en Belgique. Et donc tu es aussi formatrice, psychologue et psychologue systémique, qui nous va nous intéresser ici. Donc, je suis psychologue, je suis sortie des études en 1997 en Belgique. J'ai commencé d'abord par apprendre l'hypnose et en fait très vite je me suis rendu compte que c'est un outil l'hypnose. C'est un outil de l'accompagnement, mais ce n'est jamais qu'un outil. Et donc pour pouvoir avoir un cadre et une approche d'accompagnement, je m'étais vraiment sentie très démunie après mes premières formations en hypnose. Et c'est ça qui m'a amené à un besoin d'avoir une méthodologie beaucoup plus large. Et donc voilà, je me suis formée à la psychothérapie systémique parce que quand on sort des études de psycho, on n'est pas psychothérapeute, on est psychologue, on a appris beaucoup de choses en termes de théorie, mais pour la mise en pratique, c'est encore autre chose. Donc il y a 4 années de formation en psychothérapie systémique et c'est seulement quand j'ai eu cette formation-là dans mon bagage que je me suis, enfin voilà, que j'ai commencé à me sentir prête pour accueillir des gens, pour les accompagner en formation,
en thérapie. Et donc, mon cadre actuel, c'est la psychothérapie systémique. Et dans ce cadre, eh bien, j'ajoute des éléments comme l'hypnose, le MDR principalement, mais je garde toujours une approche de systémique. Et donc, je travaille en individuel, je travaille en famille, avec des groupes aussi. J'aime beaucoup travailler en groupe sur des thématiques qui m'intéressent, comme le burn-out, le TDAH, comme la douleur, enfin, voilà, dans lesquels j'accompagne les gens dans un cadre également systémique. Et donc, toi, ton tips, ton meilleur conseil que tu aurais cette semaine pour les personnes qui accompagnent, ce serait lequel? Ben, en fait, moi, j'accompagne déjà pas mal de thérapeutes et la chose centrale que je remarque le plus, c'est qu'on oublie de poser la question de la demande. C'est pas parce que quelqu'un franchit la porte de mon cabinet qu'il a véritablement une demande ou que sa demande est claire. Il y a en tout cas une motivation, au moins minimale, mais il faut d'abord s'accorder sur ben, est-ce que la demande de la personne correspond à ce que moi je peux offrir. Donc, je donne un exemple. Si quelqu'un vient s'installer dans mon cabinet et me dit, voilà, madame, j'ai un problème de, eh bien, en fait, c'est pas une demande. Ça, c'est ce que j'appelle la plainte. De cette plainte-là, on va essayer de définir quel est le problème précis. De ce problème précis, on va définir les objectifs. Mais quand on a défini les objectifs, c'est pas encore suffisant. Il faut que la personne me fasse véritablement une demande d'accompagnement et qu'elle me spécifie quel sera mon rôle en fait dans cet accompagnement? Pour moi, l'objectif, c'est un peu comme dans une équipe, on a un objectif commun. Mais si on ne définit pas les fonctions de chacun dans l'équipe, eh bien, il n'y a encore rien qui est clair. Donc, en me demandant quelque chose, la personne va me proposer une fonction que je prends ou je ne prends pas, et va se donner à elle-même une fonction dans l'accompagnement. Et donc, c'est toute la clé de l'engagement des patients. C'est-à-dire que s'ils me demandent à moi de les accompagner vers leur objectif, en me disant, ben moi, je voudrais que vous mettiez à ma disposition vos outils, votre approche, votre compréhension pour arriver à mes objectifs, ça peut être OK pour moi, si c'est formulé comme ça. Et moi, je vais leur renvoyer la question, et donc, quel sera votre rôle à vous? Parce que chacun de nous deux a une fonction bien précise. Et donc, par contre, bah, ce moment de la demande, ça va être aussi un moment où je vais pouvoir saisir si ce que me demande la personne est en adéquation avec ce que je peux faire, avec ce que je peux donner. Bah, par exemple, quelqu'un qui me demande, et ça arrive, hein, de rencontrer un nouveau compagnon, mais je peux pas faire ça. Ou quelqu'un qui me demande de refaire la même chose que ce qu'elle a essayé ou ce qu'il a essayé 100 fois par lui-même, c'est-à-dire, j'en sais rien, moi, réduire la quantité d'alcool alors que c'est déjà quelque chose que cette personne a essayé, ben j'appelle ça une demande tentative de solution. Et donc ça, je peux pas faire parce que la personne est elle-même experte de ces solutions-là. Moi, ce n'est pas ces solutions-là que j'offre, c'est des solutions à 180 degrés. Et pour aller vers du 180 degrés, ben, il faut que la personne puisse me demander un véritable changement. Je n'accompagne que vers un véritable changement. Et ça, en somme, en fait, ça peut prendre plusieurs séances, du coup, le temps d'arriver à une prise de conscience de ce que la personne veut vraiment. Oui, non seulement ça peut prendre plusieurs séances, mais ça nécessite que j'aide la personne à formuler tout ça, parce qu'on n'a pas l'habitude de formuler ça. En fait, on a l'impression qu'en venant s'installer comme chez le docteur et en disant j'ai mal à la tête, eh bien c'est suffisant pour que la personne qui est en face de nous sache exactement ce qu'elle doit faire. Moi, si quelqu'un s'installe dans mon cabinet en me disant bonjour, je viens vous voir parce que j'ai des acouphènes, je ne sais rien faire. Et donc, oui, ça prend du temps. Quand elle me dit j'ai des acouphènes, eh bien, je vais lui demander, OK, et comment ça se manifeste, etc. Je vais délimiter le problème, je vais le cerner avec elle. Je vais lui demander quels sont ses objectifs et puis ensuite, effectivement, la demande, qu'est-ce que vous attendez de moi? Et là, c'est pas simple. Ça demande vraiment de se positionner en disant, ben moi, je n'offre pas des solutions toutes faites. Je suis pas comme chez le docteur quand vous arrivez, que vous demandez, et que vous dites que par exemple vous avez mal à la tête, eh bien il va vous donner du Doliprane. Je travaille pas comme ça. Donc en fait, ça va être tout un chemin, tout un travail qu'on va faire ensemble. Et pour ça, il faut que vous soyez OK avec l'idée qu'on va aller en profondeur et qu'on va travailler sur la souffrance profonde qui amène ces acouphènes ou ce mal de tête, en l'occurrence. Voilà.
Cette demande-là, elle est vraiment essentielle et elle prend du temps. Et moi, je dois accompagner pour qu'on arrive sur une vraie demande. Et tu parlais tout à l'heure de, quand tu dis quel sera votre rôle à vous, est-ce que les patients, ils arrivent à te trouver seuls ou pareil, tu dois aussi les accompagner à trouver quel type de rôle ils pourront avoir dans l'accompagnement? Alors, la plupart du temps, ils n'arrivent pas à trouver seuls. Et ils sont d'ailleurs un petit peu désarçonnés par cette question. Ils s'attendent pas toujours à cette question-là. Et donc, ça les fait réfléchir. Et j'aime bien le fait que ça les fasse réfléchir. Mais je les accompagne dans cette réflexion. Et je leur donne des exemples. Je leur dis, vous savez, par exemple, il y a des patients à qui, d'ailleurs, la plupart du temps, c'est comme ça que je travaille, et je vais donner des tâches thérapeutiques. Parce que vous savez, vous allez venir me voir peut-être une fois tous les 15 jours. Eh bien, la thérapie, elle s'arrête pas à 45 ou 50 minutes tous les 15 jours. Entre-temps, vous êtes toujours en thérapie. Donc, comme vous entrez en thérapie avec moi, eh bien, je vais vous donner des tâches. Je vais vous demander de faire des exercices entre les séances pour consolider tout le travail qu'on fera en séance. Et donc, par exemple, un des rôles que j'attends de vous, c'est de faire ces exercices, de me dire qu'ils ne vous conviennent pas, de m'en proposer d'autres. Parce que moi, je vais essayer de travailler à votre rythme, mais rien ne dit que je vais y arriver tout le temps. C'est à vous d'évaluer le rythme et donc de me dire, écoutez, ce que vous me demandez est trop difficile pour le moment, je vous propose de faire autre chose à la place. Donc c'est au moins ce rôle-là d'acteur actif dans l'accompagnement que je vais leur demander en faisant des tâches thérapeutiques à la maison, en me faisant des retours aussi parce que pour moi, la thérapie, c'est un modèle la relation thérapeutique, c'est un modèle de relation. Et si dans notre relation thérapeutique, ils peuvent apprendre à dire quand ça ne va pas, à dire quand ils sont déçus, sans avoir besoin de claquer la porte sans ne rien dire, eh bien, c'est tout ce qu'ils vont en réalité apprendre de primordial dans la vie. C'est de pouvoir, dans des relations, dire quand les choses ne vont pas, quand ils sont pas d'accord, pouvoir dire non, dire ça, ça me convient pas, pouvoir dire qu'ils sont déçus. Et donc, c'est un autre rôle que j'attends du patient, c'est de me renvoyer exactement tout ce qu'il a besoin de me renvoyer dans la psychothérapie. Ok, super intéressant. Merci, Karima. Est-ce que Avec tu as plaisir. un challenge, un défi à proposer cette semaine aux participantes qui regardent la vidéo et qui pourrait les aider à travailler dans ce sens-là? Ben, je vais leur proposer de prendre du temps, de prendre le temps et de pas foncer sur le problème en pensant qu'on a compris. Je vais leur proposer de prendre le temps de clarifier le problème et de prendre le temps de demander, et c'est parfois pas facile, hein, parce que on est un petit peu intimidé de demander aux gens, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Or, c'est une question primordiale. Donc, je vais les mettre au défi de poser cette question-là. Parce que si on ne pose pas cette question-là, eh bien, on peut aller vraiment dans le mur au niveau des incompréhensions et des malentendus. La personne attend une chose et nous, on va dans une autre direction. Et en fait, quand on va dans des directions différentes, ben, c'est systémique, en fait. Ça tire d'un côté, ça tire de l'autre. Et on n'est pas aligné, on n'est pas dans le même axe. Donc, prenez le temps, posez des questions, ne foncez pas sur le problème et demandez qu'est-ce que je peux faire pour vous. Eh bien, nous, on verra dans le groupe WhatsApp comment vous vous en sortez avec cette question. Et est-ce que tu as envie de nous présenter aussi un petit peu ta formation qui va être dans le bundle, donc qui est sur ce thème-là, de la demande, de la systémique? Donc, je vais proposer une formation sur la systémique parce que pour moi, la systémique, elle a des grands liens avec l'hypnose. D'ailleurs, dans son histoire, bah, c'est très proche, hein. Donc, les premiers systémiciens qui ont créé le modèle systémique sont allés consulter Milton Erickson. Ils ont regardé comment il travaillait. Alors, lui, il n'a pas beaucoup théorisé son travail, mais eux, ils l'ont fait. Et sans s'en rendre compte, cet homme-là, il travaillait de manière systémique, stratégique. C'est-à-dire qu'en fait, il n'allait pas dans le problème ou le symptôme apporté, il allait vraiment dans une compréhension beaucoup plus large. Il ouvrait le champ. Et donc la systémique, c'est vraiment une ouverture du champ. C'est plutôt que de regarder le problème et de rester à l'intérieur des cases, eh bien on ouvre le champ des possibles et là on commence à regarder ce qui se passe autour. Donc la systémique, c'est cette approche-là qui permet de regarder autour du problème, qui permet aussi de poser les bonnes questions, d'avoir véritablement un fil rouge pour l'accompagnement. Il y a toute une manière de questionner
Donc moi, je pratique par exemple pas du tout l'anamnèse classique. C'est dès le départ, c'est du questionnement et le questionnement, c'est de l'intervention. C'est faire des liens entre des choses pour lesquelles parfois le patient n'a même pas fait les liens lui-même et donc on fait déjà des premiers liens. Donc on va parler du questionnement, on va parler de l'analyse de la demande, comme je viens d'en parler, de comment passer toutes ces étapes en fait de décodage de la demande. Et puis, on va parler de ce que c'est que les hypothèses systémiques, de faire des premières hypothèses dès les premières séances, de sur quoi on doit travailler, de qu'est-ce que le problème annoncé cache comme problématique plus profonde, et comment on va travailler, donc proposer une stratégie, un plan de travail au patient, et puis dérouler ensuite les séances en fonction de cette stratégie qu'on a proposée. Voilà. C'est super parce que c'est souvent ce qui nous manque finalement, d'avoir des stratégies de séance, ce qui fait qu'à chaque séance finalement on change de problème. C'est-à-dire que la personne arrive avec son mal de tête, puis à la séance 2 elle arrive avec un autre truc, et à la séance 3 elle arrive avec un autre truc, et finalement on part Oui. un peu dans tous les sens, quoi. Mais c'est ce que beaucoup de thérapeutes me disent. Ils me disent, mais le patient m'a perdu. Parce qu'en fait, à chaque séance, il y a autre chose. Et il faut savoir que c'est une résistance. En fait, j'appelle ça la balade de santé. Et quand les patients me font faire une promenade de santé, c'est pas contre eux et c'est normal, c'est humain. Je leur dis, ben là, on est en train de faire une promenade de santé, alors que on doit plutôt garder un fil rouge et savoir de séance en séance comment on est en train d'approcher l'objectif du patient. Mais écoute Karima, merci beaucoup, et puis on a hâte de te Avec retrouver la semaine plaisir. prochaine dans le bundle. Merci.